Je m'appelle Anne-Laure Carré, je suis responsable de collection au Musée des Arts et Métiers et nous sommes ici dans l'espace des réserves du Musée des Arts et Métiers à la Plaine Saint-Denis. Voilà, dans un bâtiment construit spécifiquement pour abriter les collections par François Deslogiers, livré en 1994 et qui abrite à peu près 80% des collections du musée. Alors le Musée des Arts et Métiers a une longue histoire. C'est le Conservatoire national des arts et métiers est créé par un décret de la Convention en 1794. Et évidemment, il n'a pas tout de suite d'abri, on va dire, mais en tout cas, il s'installe dans ces locaux qui sont toujours les siens, rue Saint-Martin à Paris dès 1802. Et très tôt, en fait, il rassemble différents objets qui proviennent des dépôts de saisie révolutionnaire, des ateliers de Vaucanson, qui étaient situés dans l'ancien hôtel de Mortagne au faubourg Saint-Antoine. Et l'objectif est vraiment de constituer une collection de machines, d'outils, d'objets, d'échantillons qui puissent servir à l'instruction, au progrès des sciences et des techniques comme on l'envisage à l'époque. Cette collection sera montré à un public qui n'est pas du tout le grand public que nous connaissons aujourd'hui, mais ce qu'on appelle à l'époque les artistes, que l'on appellerait aujourd'hui des ingénieurs, donc ceux qui pratiquent les arts utiles, au sens que l'on emploie dans l'encyclopédie. Lorsqu'on parle des arts et métiers, ce sont bien les arts mécaniques dont on parle. On est au sein d'un établissement qui a une longue histoire et évidemment les politiques ont changé, elles ont varié. Il y a plusieurs faits marquants. En 1819, le conservatoire crée des chaires d'enseignement et donc il va vraiment établir un enseignement au sens plus classique qui est réservé néanmoins à l'émulation ouvrière, à des techniciens supérieurs, à tout ce milieu industriel qui bourgeonne à Paris. Paris est une grande ville industrielle, ce qu'on a bien oublié aujourd'hui. Les cours sont donnés en cours du soir, ils sont gratuits. On ne donne pas de diplôme non plus à l'assistance, on va dire. Et ils sont vraiment portés vers l'application des sciences aux techniques. Vraiment, c'est ce qui les différencie des écoles d'ingénieurs qui sont créées dans la mouvance révolutionnaire et ensuite après. Il y a beaucoup de liens, néanmoins, en particulier avec l'école centrale des arts et manufactures, qui est une institution dont plusieurs professeurs enseignent également au conservatoire. C'est le cas d'Émile Trella, qui est le professeur de construction civile, nommé en 1854, le fondateur de l'école spéciale d'architecture, que les architectes connaissent bien, et qui est également professeur à l'école centrale. À partir de ces premiers cours qui s'enrichissent régulièrement, l'autre grand moment, c'est autour des années 1850, où sous l'impulsion d'un directeur qui a l'oreille des autorités de l'époque, donc de l'empereur Napoléon III, le général Morin, ce répertoire de cours va s'enrichir et il va accorder une grande importance à ce qu'on appelle les galeries technologiques, dans lesquelles les professeurs doivent trouver un support pour leurs cours et les préparateurs également pour amener les élèves à connaître donc ces innovations marquantes dans différents domaines. La collection, donc, elle rassemble très tôt des modèles, puisque rapidement l'objectif d'avoir des machines à l'échelle 1 devient trop encombrant dans les locaux qui sont forcément un peu exigus de cet ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs. La question de la construction, du génie civil, des services, de l'éclairage, du chauffage, etc. Tous ces éléments sont très présents dès l'origine de la collection.
On a peu de traces matérielles de ce que les professeurs faisaient avec les collections. On sait néanmoins qu'ils sont impliqués tout à fait dans la gestion des crédits qui sont alloués pour faire réaliser des modèles. Ils sont généralement choisis pour leur lien justement avec l'industrie et leur expérience pratique. Ce qui nous donne un autre éclairage, c'est, on va dire, leur réseau de sociabilité, la façon dont ils rencontrent les principaux, on va dire, les entreprises de leur époque, les entrepreneurs, par le biais, par exemple, de la Société pour l'industrie nationale, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui est une institution sœur du conservatoire créée par le ministre Chaptal. La Société, elle ouvre des concours, elle décerne des prix, elle fait des rapports, et donc on a une littérature qui nous permet de savoir, dans laquelle on retrouve Trélat, mais aussi Luynes, Salvetat, d'autres professeurs qui sont à ce moment-là sollicités pour rapporter sur tel ou tel nouveau produit que présenterait un entrepreneur, un inventeur parfois également. Donc on retrouve certains de ces nouveaux produits dans les galeries du conservatoire de l'époque. L'autre phénomène qui pousse à leur entrée en collection, c'est les expositions universelles, produits de l'industrie, puis ensuite universelles à partir de 1851, dans lesquelles les professeurs du conservatoire sont régulièrement appelés pour être membres du jury d'admission ou de récompense, qui augmente leur réseau, on va dire, et la possibilité éventuellement de solliciter un fabricant ensuite pour qu'il dépose des pièces qui ont été jugées particulièrement intéressantes à ce moment-là. Alors c'est le cas de collections d'échantillons de bois que nous avons, qui sont des centaines de petits éléments de taille comparable, qui proviennent de l'exposition de 1878. C'est aussi le cas pour des marbres, des marbres indigènes, c'est-à-dire de la région des Pyrénées souvent, qui sont aussi collectés. C'est le cas d'échantillons de coton qui proviennent de l'exposition de 67 et puis qui sont à nouveau collectés en 78, en 89. Voilà, c'est le cas d'autres types d'échantillons de papier aussi, par exemple, qui sont tous ou bien de verre, et on en verra peut-être quelques-uns dans les magasins tout à l'heure. Voilà, c'est des échantillons de bois. Alors ils sont dans cette présentation aussi plutôt exposition universelle, et c'est des objets qui accompagnaient un magnifique livre de plaquage, donc donné par un importateur de bois exotique du faubourg Saint-Antoine, rue Saint-Nicolas. Voilà, et donc l'intérêt, c'est que là aussi les échantillons sont bien identifiés à chaque fois pour voilà, qualité, frêne de France, olivier d'Afrique, etc. Alors dans le livre de plaquage, c'est vraiment une espèce de mise en scène complète du bois qui a été tranché, déroulé, etc. Mais ici, c'est plus brut, ce sont ces plaquettes, elles sont néanmoins quand même montées aussi, voilà, et elles ont toutes, du fait d'être bien répertoriées, une valeur scientifique. Alors les petits échantillons d'exposition de 78 dont je vous parlais aussi, ils sont encore plus bruts, eux, on en a des centaines dans des bacs voilà, qui sont conservés dans un autre lieu ici. On l'a mis en bordure d'allée, c'est un peu plus pour en parler, si je puis dire, mais voilà, il remplit toujours cette fonction-là plus de 100 ans après. Les galeries vont connaître plusieurs systèmes d'aménagement, on va dire, mais il y a un classement qui tient compte, dans le domaine qui nous intéresse, des matériaux. On a une galerie de céramique et verrerie, une galerie sur la métallurgie qui apparaît tardivement, mais qui sera présente aussi. Évidemment, le textile, c'est également le cas. Les industries du papier sont reliées à la question de l'imprimerie, et puis surtout de grandes galeries sur la mécanique ou sur la physique, avec plusieurs classifications qui leur sont propres.
le grand public n'arrive qu'à la fin du 19e siècle, on va dire, dans ces galeries. Et il y a un phénomène, on va dire, de muséification vraiment de ces galeries. Ma collègue Marie-Sophie Corsi en a parlé, avec les expositions rétrospectives qui ouvrent aussi, qui s'installent volontiers dans les expositions. Cette muséification, parfois, elle se déconnecte un peu aussi de l'intérêt contemporain des professeurs, devient de plus en plus l'apanage du conservateur des galeries qui réorganise son propos. Et ça va être tout à fait le cas lorsque... après la Première Guerre mondiale, le musée va vraiment s'afficher comme un musée historique et que le propos va être réorganisé. Mais on suivra toujours cette qualification par matériaux, par exemple, tel que je le décrivais. Il n'y a que au moment, dans les années 70, Maurice Daumas, qui est historien des sciences, qui a réorganisé profondément le musée sur des critères plus thématiques en créant une grande galerie de l'énergie qui est allée chercher des modèles dans les anciennes collections à la fois de mécanique, mais également de physique, voire de matériaux pour soutenir son propos. Aujourd'hui, au Musée des Arts et Métiers, on a 7 domaines de visite qui sont un nouveau découpage, donc instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique et transport. Donc on a des objets qui ne correspondent pas à ces 7 catégories, en particulier toute la collection d'agriculture qui était importante et qui était évidemment l'une des premières chaires aussi du conservatoire. Et puis des sections très très vastes comme l'instrument scientifique qui se taille la part du lion et qui comprend aussi bien l'horlogerie que tout ce qui est par exemple l'acoustique. On a une collection d'instruments de musique aussi intéressante. Les collections au XXe siècle se sont beaucoup enrichies au musée de façon plutôt rétrospective. On y a fait rentrer des objets obsolètes, soit du début du XXe, soit même de la fin du XIXe. Ces fameux produits de la croissance dont on a parlé ne se retrouvent pas vraiment dans nos collections. Il y a quelques petites exceptions, malgré tout, qui peuvent intéresser l'architecture. C'est que par exemple, le musée a récupéré un certain nombre des modèles qui avaient été versés à cette chaire d'histoire de la construction moderne, voulue par Jean-Baptiste H après la Deuxième Guerre mondiale. Et Jean-Baptiste H a eu un rôle tout à fait pionnier dans la constitution des archives de l'architecture moderne. Tous les fonds d'archives ont été versés aux archives nationales, les photographies et les modèles sont restés au musée. Donc nous avons un modèle qui provient de l'atelier Perret, par exemple. Alors, il n'y en a qu'un seul, c'est pas beaucoup. Mais quelques éléments aussi collectés, là encore, par H et son documentaliste Henri Poupée auprès du ministère de la Reconstruction. Voilà, donc c'est un peu épars, mais c'est bien documenté. Parmi les fonds photographiques, il y a le fonds Perret, un fonds Gadet, tout est aujourd'hui versé dans la base de données des collections qui est accessible sur Internet et c'est repéré bien sûr par nos collègues de l'Institut français d'architecture. Les collections d'échantillons dont on parle, elles ont été aussi assez fragiles. Et dans l'histoire du musée, elles ont pu être considérées comme des éléments renouvelables. Par exemple, on sait que Saint-Gobain a fait le don de toute une série de moulages pour le bâtiment. Donc ces pavés de verre, voilà, qui étaient tout à fait intéressantes, qui était leur fabrication commune à la fin du XIXe siècle. Et un certain nombre de ces objets ont été rayés des inventaires dans l'entre-deux-guerres, faute de place, je pense, aussi. Et sans doute parce que c'était des objets qui étaient jugés trop communs, peut-être. Voilà. Alors, parmi les exemples de vitraux qui étaient collectés toujours pour cette section verre et céramique au titre des productions du verre plat, on a un exemple de panneau monté de prismes Luxfer, donné par la Société des prismes Luxfer vers 1893, qui est tout à fait intéressant pour ces petits objets aussi qui ont été
assez généralisés, je pense, dans les cages d'escalier, dans des impostes, mais qui ont été souvent démontés. Et celui-ci a en plus gardé son montage spécifique avec cuivre déposé à l'électrolyse, qui était sans doute le nec plus ultra du montage, puisqu'on peut aussi le fixer avec un joint plus simple à ce moment-là. Ça en fait un objet assez décoratif, et on a des prismes avec simple rainure prismatique, et puis d'autres qui ont une impression un peu de fleurs, voilà, dans ces panneaux. Ici, dans cette travée consacrée aux collections matériaux, on a toute une série d'objets en aluminium donnés par l'Aluminium français, dans lequel on reconnaît vraiment la variété des produits de la diffusion de ce matériau en fait, dans différentes industries, que ce soit les blocs moteurs, que ce soit les profilés, que ce soit ici cette bouilloire qui est coupée en deux pour qu'on voit en fait la finesse du matériau qui est permise, les boîtes de lait concentré en fait qui montrent aussi la pénétration de l'aluminium comme matériau dans cette grande industrie de la conserve, et puis des raidisseurs, des pièces de vélo, de carburateurs, etc. Voilà, alors notre rangement, on maximise vraiment l'espace, voilà, et à chaque fois les objets sont reconnaissables par un code à barres en fait, et ils sont liés par ce numéro unique à un item de la base de données des collections qui le décrit. Voilà. Alors là, on a un petit lot de profilés. Voilà, donc l'intérêt de ça, c'est qu'on a donc une date d'entrée qui est bien documentée dans la base de données de collection. Alors voilà, les carreaux, toute une série de carreaux dont les carreaux ici qui sont, je pense, les carreaux incrustés utilisés aussi pour le dallage du Parlement en Angleterre. Parce que c'est des objets là qui viennent de l'exposition universelle de 1851. On en a encore après. Un petit carreau américain qui a l'air assez Art Nouveau, je trouve, lui plutôt. La fabrique Lowe. Je ne sais pas où c'est. Herbert Minton. Et puis là, c'est les collections d'outils dont on a parlé aussi, des outils pour tanneurs, bourreliers, mais on a des outils aussi de cantonniers, par exemple, ou bien de plâtriers, je ne sais peut-être pas ceux qui sont ici. Je ne sais pas ce que ça, c'est un peu ce que nous réserve. Non, ça va plutôt l'être. Si, du tailleur de pierre ici. Voilà. Des marteaux grains d'orge, gradines, bouchardes, etc. Ça, c'est aussi un des aspects intéressants du fond. Oui, des verres imprimés. Ça, c'est le verre, le premier verre imprimé. Et tu vois qu'il est assez épais, donc c'était trop lourd. C'est pour ça qu'ils ont mis du verre soufflé normal, soufflé à la bouche en manchon, comme on l'a vu, ce qui était une nouveauté en Angleterre à l'époque, pour lequel ils ont fait venir des verriers français. Du coup, j'avais travaillé sur un travail de thèse sur les matériaux verriers pour l'architecture, et donc je m'étais intéressée à la question des savoir-faire et de la mécanisation qui est très tardive dans ce domaine de la verrerie. On a vu tout ce qui était soufflé à la bouche, et de ce point de vue-là, le verre imprimé était tout à fait intéressant comme un objet de transition entre la glace et les usages du verre soufflé, du verre à vitre en fait dans l'architecture. Et j'avais été très bluffée de trouver ce petit exemple du verre imprimé, ce que Hartley,
son inventeur, mais qui en fait brevette de façon assez indue un processus qui est déjà longuement éprouvé dans la fabrication du verre plat comme la glace, mais ce qu'il dépose et pour lequel il va également essayer de concourir au moment de l'appel d'offres pour le vitrage du Crystal Palace en 1851. Et donc en 1851, le professeur de la chaire de céramique et verrerie, donc ce qu'on appelle art vitrique, qui est envoyé à Londres pour faire le rapport, va sélectionner parmi tous les produits qui sont présentés un échantillon de ce nouveau verre sans vraiment savoir à quelle justement destinée importante tous ces produits-là vont envahir vraiment le quotidien, que ce soit dans la couverture des glaces, des marchés couverts, etc. Et puis plus tard, sous des formes un peu plus raffinées que ce verre qui est très vert, très bullé et pas très beau, mais dans ces produits qui sont à double laminage ou voire verre prismatique, comme on l'a vu après. Donc voilà, c'est un peu l'ancêtre de tous ces objets-là. Voilà, on voit encore l'étiquette des entrepôts, rue de Bouquerie, imprimé numéro 27, usine de Châlons. Donc, on a bien les deux faces, ici la face imprimée, ici la face lisse. Voilà, enfin juste simplement du verre martelé, avec un décor de chardon, de rose, très, très anglais aussi finalement. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous montrer un autre ensemble assez intéressant qui sont d'autres verres imprimés qu'on appelle aussi parfois des verres américains, qui sont très utilisés dans la réalisation des vitraux tout au long, à la fin du 19e, à partir des années 1890, qui sont, eux, fabriqués par la maison Appert, qui c'est un peu une verrerie de la couronne parisienne à Clichy, qui s'est un peu spécialisée dans ces produits-là, dans tout ce qui est fabrication un peu plus exceptionnelle, et qui a donc un catalogue impressionnant. On retrouve certains de ces verres aussi dans les vitraux de Barrier, parfois même conjugués, mais c'est surtout plus dans le vitrail Art Nouveau. En fait, ils sont très souvent convoqués, ces couleurs un peu opalescentes. Il y a toute une variété de couleurs assez étonnantes. On les a conditionnés, je vais vous en montrer un autre. Ils sont dits jaspés, chenillés, opalescents. Voilà, là on a un beau bleu, avec toujours le même effet d'un verre donc, qui est imprimé au rouleau sur une face et l'autre face est lisse. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. Ceux-là, ils sont un peu tous pareils. On a celui-là qui est un peu différent, un peu laiteux comme ça. Mais c'est bon, c'est toujours le même rouleau, mais avec des effets de matière différents. Malheureusement, on n'a pas les rouleaux, ça aurait été intéressant, mais c'était bon, c'était le gros investissement pour la verrerie à l'époque, c'était de faire fabriquer ces rouleaux, donc ils réservaient des milliers de fois. Hop. On a cet avantage d'avoir des collections qui sont bien datées, puisqu'elles répondent à une entrée dans un livre d'inventaire, et donc on peut vous dire exactement, ben voilà, ce verre imprimé, il est donné par Saint-Gobain en 1882, et c'est celui-là. Voilà, vous savez ce qui est bien, ce que les entreprises n'ont pas toujours vraiment échantillonné ou gardé. Voilà.
Une des forces aussi de ces réserves, c'est qu'elles combinent non seulement des magasins de stockage, mais aussi un atelier de restauration, et que nous sommes très privilégiés dans le paysage des musées d'avoir un personnel scientifique formé. Donc un de mes collègues est restaurateur du patrimoine et on a 2 techniciennes. Et donc ça nous a aussi amené à pouvoir répondre à différents projets de recherche, à participer à des projets. Mon collègue Olivier Delarosière travaille ainsi avec le projet Archipal autour de la question des éléments en aluminium chez Prouvé. Et donc on a pu examiner de très près, voire démonter un certain nombre de panneaux qui sont entrés en collection, soit par le don de Prouvé lui-même, ou soit plus tard par le biais des démontages qui ont été faits à la Fédération du bâtiment ou dans des collèges en Seine-Saint-Denis. Il y a aussi un gros travail à faire avec les fonds conservés par la bibliothèque du Conservatoire, qui est un autre établissement patrimonial fort de l'ensemble conservatoire, avec ces galeries technologiques dont je parlais dès le 19e siècle, puisque il y a des achats d'ouvrages. Voilà. Et on a aussi entamé avec mes collègues du centre de documentation du musée une politique de collecte et d'achat de brochures, de catalogues de constructeurs, voilà, de tout ce qui est ces imprimés un petit peu éphémères, pas toujours déposés, qui sont souvent très intéressants pour avoir un regard sur l'actualité technique en fait d'un domaine, que ce soit dans la construction des thermomètres ou bien dans la forme des briques ou le catalogue des tuiles et de telle ou telle entreprise. Et c'est aussi important, évidemment, du point de vue des publicités qui sont un trésor, voilà, des en-têtes de fabricants. Enfin, les historiens des techniques ont depuis longtemps puisé à toutes ces sources pour faire parler les témoins silencieux de l'architecture.